Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Quel est le pacte enseignant que propose Pape Ndiaye pour revaloriser les professeurs? Eh bien, le ministre de l'Éducation l'a évoqué hier dans une interview. Analyse, interrogation et solutions à suivre dans la première partie de notre émission. C'est la question du jour. On y répond avec nos invités. Un festival d'humour pour faire rire petits et grands, avec une attention toute particulière pour les jeunes. Focus sur le festival Art Comique à Saint-Étienne. Son directeur artistique sera avec nous. Enfin, comme chaque semaine, on donne la parole aux enfants. Et cette semaine, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la fratrie. Mais avant cela, place à l'actualité en bref avec Michael Dos Santos. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec les philosophes des Lumières aujourd'hui. Rousseau, Diderot, Voltaire. Est-ce que nos ados les connaissent? Nos confrères d'Europe 1 ont interrogé certains d'entre eux. Oui, puisque d'après un récent sondage IFOP, une personne interrogée sur deux pense que les Français ont moins de savoir et moins de connaissances qu'il y a 50 ans. À Toulouse, certains lycéens ont donc été interrogés sur l'esprit des Lumières. Alors certains ne les connaissent pas, certains les trouvent démodés ou les confondent aussi avec les frères Lumière, pionniers du cinéma français. Heureusement, la plupart d'entre eux en parlent assez facilement. Écoutez. Pour moi, l'esprit des Lumières, c'est comme une réforme de l'esprit de la société. Je pense à l'encyclopédie. Diderot et d'Alembert, ouais. Voilà. Ces gens-là, ils avaient compris que la connaissance, c'était une grosse clé pour comprendre ce qui se passait autour de nous. Ça évoque l'évolution de la manière de penser, l'évolution de la vision de la femme aussi. Olympe de Gouges, qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'était beaucoup inspiré des pensées des Lumières. C'est grâce à eux aujourd'hui que la France, elle est comme ça maintenant. Qu'on a des droits, quoi. On peut les remercier. C'est comme une maison. Il y a les bases d'abord. Mais ça, c'est la même chose. C'est les bases de la France. Et voilà, de quoi rassurer les plus sceptiques sur la jeune génération. Une campagne contre l'homophobie bientôt lancée à l'école. Oui, elle sera lancée le 17 mai prochain à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Après le suicide du jeune Lucas harcelé à cause de son orientation sexuelle, l'éducation nationale a donc décidé de sensibiliser les élèves sur l'accueil et l'intégration des personnes LGBT+. Interrogé par Pape Ndiaye, par Tétu, Pape Ndiaye a annoncé vouloir franchir une étape décisive sur le sujet. Le ministre veut combattre les moqueries, la violence et le harcèlement, mettre en place des observatoires dans chaque académie pour recueillir des informations, mais aussi accueillir des associations, par exemple, pour bénéficier de leur expertise. Aujourd'hui, en France, les élèves gays et lesbiennes ont 4 fois plus de risques de faire une tentative de suicide. C'est 11 fois plus pour les jeunes transsexuels. Autre campagne d'un tout autre genre maintenant, des écoles du Finistère tentent de sensibiliser les parents sur la tenue du crayon. Oui, cela peut paraître anecdotique et pourtant une mauvaise tenue du stylo peut amener des difficultés sur l'aisance d'écriture, parfois des douleurs aussi, voire même une écriture illisible. Pour cette raison, des brochures ont été distribuées aux parents d'élèves. Parmi les conseils que l'on peut y lire, mobiliser les mains au quotidien afin de délier les doigts avec de la pâte à modeler par exemple ou des jeux de construction, ou encore poser le crayon sur la première phalange du majeur, le haut du crayon dans le creux entre le pouce et l'index. C'est très technique, mais voilà, l'expérience en tout cas va durer jusqu'à fin février dans ces écoles du Finistère et cela permet bien sûr aux élèves de mieux écrire. Autre actualité terrifiante, une petite fille de 3 ans s'est enfuie de sa garderie sans que personne ne s'en aperçoive. Oui, c'était déjà arrivé il y a quelques mois, souvenez-vous. Et bien là, c'est à nouveau le cas. Ça s'est passé mardi à Arques, dans le Pas-de-Calais. Une fillette de 3 ans échappe à la surveillance des employés d'une garderie. Pendant 3 quarts d'heure, elle erre dans les rues avant que finalement une voisine ne la reconnaisse et décide de l'accompagner à son domicile. Choquée, sa maman tente alors de joindre l'école pour comprendre ce qui s'est réellement passé. En vain, personne ne répond, personne ne rappelle, bref, personne ne s'est aperçu que cette fillette avait disparu. Une enquête a été lancée, la maman a bien évidemment porté plainte et puis elle envisage de changer sa fille d'établissement. Ben oui, on pense à elle évidemment, il y a la petite fille. On termine avec une initiative étonnante. Des parents d'élèves ont décidé de dormir dans la salle de classe pour garder un enseignant. Oui, des matelas, des sacs de couchage, la salle de classe de l'école d'Acier dans le Lot a des airs un peu de camping. Depuis 9 jours maintenant, une dizaine de parents d'élèves dorment sur place pour s'opposer à la suppression de l'un des 5 postes d'enseignants de cette école. Alors cette décision a été prise par l'éducation nationale suite à la baisse du nombre d'élèves unilingues, puisque cette école est une école bilingue. On y parle le français
et l'occitan, langue régionale. Les parents, en tout cas, et le village ont été soutenus par le département et la région, à voir désormais si l'éducation va céder face à la pression. Et tout cela à l'heure d'une pénurie grandissante du nombre d'enseignants en France. Merci beaucoup, Mickaël. Un pacte enseignant, 72 heures de travail en plus par an pour 10% d'augmentation de salaire. Alors, comment s'y retrouver dans ces annonces du ministre Pap Ndiaye pour revaloriser le salaire des profs? C'est notre question du jour. On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Président du SNALC, un habitué de School TV. Et là, on va être vraiment dans le cadre de toutes les émissions dont on a parlé depuis le début. Et ce n'est qu'une progression maximale jusqu'à ce jour J qu'on attendait tant. Et face à vous, Yannick Tregans, secrétaire national du PS, bonjour. Bonjour. Je pense que vous êtes ravis d'être là aussi, et nous Très aussi. Heureux. Voilà, pour parler donc de ces propositions de Pap Ndiaye. Et face à vous, à nous, Bruno Bobkevich, bonjour, secrétaire général du SNPDEN. Alors, le président Emmanuel Macron, le ministre Pap Ndiaye avait annoncé une augmentation inconditionnelle du salaire des profs et un pacte destiné à payer davantage les profs qui s'engageraient donc dans de nouvelles tâches, entre guillemets. Pourtant, les dernières annonces sur France Inter hier paraissaient floues, c'est le moins qu'on puisse dire, une espèce de mélange des genres, comme si là, on prend, on mélange, on secoue et on sort et on délivre, on sert sur un plateau. Est-ce que selon vous, Jean-Rémy Girard, c'est un flou volontairement entretenu, ce pacte ? Ah oui, je pense que c'est un flou volontairement entretenu. Ça fait quand même des mois et des mois qu'on nous en parle du pacte. Moi, j'en entendais déjà parler avant l'élection d'Emmanuel Macron de ce pacte. Il y a un moment où ils vont quand même devoir afficher les choses. Alors, a priori, ce sera le 8 février, puisque les organisations syndicales représentatives vont enfin savoir ce qu'il y a exactement dedans. Enfin, on espère, en tous les cas. Mais très clairement, d'après ce qu'a dit le ministre, ce que nous on dit au SNALC est confirmé, c'est travailler plus pour gagner plus, et c'est pas gagner beaucoup plus. Ces annonces ont été un choc pour vous, Yannick Tregans ? Un choc, non, mais pour tous les collègues enseignants, je trouve que c'est un profond mépris. C'est le reniement de la parole politique, parce que vous l'avez dit vous-même, c'était d'ailleurs le 22 avril, sur une grande station de radio où le président de la République en personne donc avait dit augmentation sans condition de 10% pour tous les enseignants en 2023. Alors que les enseignants d'ailleurs français travaillent en moyenne 900 heures par an quand leurs collègues de l'OCDE sont à 700 heures. Donc déjà, ils travaillent plus en temps normal. Et sont payés beaucoup plus, les autres. Et les autres sont payés plus puisque le salaire moyen est de 10% inférieur en France. Et donc, c'est quelque part le sarco-macronisme qui est de retour, c'est-à-dire travailler plus pour gagner plus. Et donc j'imagine le désarroi des enseignants et la colère aussi, d'ailleurs qui s'est traduite tout récemment. Il y a eu des mouvements de grève à la fois sur la question des retraites, mais pas que, spécifiques aussi un peu avant sur l'école. Donc une grande désillusion, et s'il y avait eu des illusions, mais surtout ce qui est très grave, je trouve, c'est le discrédit de la parole politique. Est-ce que c'est un sentiment aussi que vous partagez, Bruno Bobkevich, de votre côté ? Je pense qu'on a un vrai problème de communication. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis plusieurs mois, il y a des informations contradictoires qui sont données. Yannick Tregans vient de l'évoquer. On a, lors de la campagne, évoqué une généralisation d'augmentation de 10%. Là, on voit que finalement, ça ne concerne qu'une partie, et notamment les collègues qui sont sur leur première partie de carrière. Et puis là, on a une idée effectivement de valorisation de mission et de rémunération avec contrepartie. Alors contrepartie partielle, on va entrer dans le détail après, mais moi je vois que potentiellement cette capacité à valoriser l'implication de collègues qui effectuent déjà ces missions-là, auquel cas c'est pas forcément travailler plus, c'est potentiellement valoriser financièrement ce qui se fait, mais auquel cas, il faut le dire. C'est-à-dire que là, on voit bien que la communication qui en a été faite très rapide sur France Inter hier n'est pas tout à fait la perception que je pouvais avoir du pacte. Pour moi, c'était la possibilité, effectivement, autour d'engagement annuel d'un enseignant, de s'engager sur des nouvelles missions, mais aussi de valoriser financièrement ce qu'ils font déjà, parfois gratuitement. Je pense à tous ces collègues qui assument des missions de référence sur plein de sujets, qui ne sont pas forcément rémunérés pour ça, et qu'on pourrait
avoir l'occasion de valoriser financièrement. Hein. Donc bon, là-dessus, c'est le manque de clarté et les informations contradictoires qui créent évidemment beaucoup d'inquiétudes et de mécontentement, parce qu'on ne présente pas forcément à ce stade les choses de façon correcte, peut-être parce qu'elles ne sont pas établies de façon correcte. Alors justement, on va en parler de tout ça, on va détailler ensemble ce qu'est ce pacte enseignant, tous les quatre. En tout cas, moi je vais poser des questions et vous allez tenter d'y répondre, mais j'aimerais avant qu'on reparte ce que vous avez dit ensemble, les uns comme les autres, sur l'idée de la communication, du dialogue, parce que c'est un effet de surprise quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu une réunion avec syndicats, il n'y a rien eu, tout d'un coup, balancé sur France Inter, une option pacte enseignant avec 2 volets, une espèce de flou artistique. Est-ce que c'est encore, une fois de plus, une façon de montrer un certain mépris par rapport aux enseignants? Moi, je pense qu'on est plus sur du manque de compétences que sur du mépris, là. Ah oui, là, vous êtes dur, là. Là, vous avez tiré un trait, là. Non, mais très clairement. Là, je crois même pas qu'on soit au niveau du mépris. Je crois que là, on ne sait pas très bien dans quel sens ça marche, qu'ils sont eux-mêmes pas très au clair de forcément ce qu'ils sont en train de faire. Je ne pense pas que la plupart des gens au ministère de l'Éducation nationale y croient, j'allais dire, et soient particulièrement volontaire et derrière la mesure en se disant que c'est une bonne mesure. Je crois que là, on est dans une sorte de commande politique et on est en train d'appliquer. Et ça se sent quand même. Nous, on l'a vu, la première réunion qu'on a eue avec le ministre, les organisations syndicales représentatives, sur justement cette question du pacte et du socle. Faut quand même. On va distinguer tout à l'heure. On va le comprendre justement. Oui. Voilà. On avait quand même un ministre qui était là, qui avait 4 pages devant lui en train de nous les lire, et qui nous annonçait, en plus en les lisant, que les fameux 10% promis dont vous avez parlé du président de la République, en fait, c'était un calcul complètement délirant. Alors, on va détailler précisément les choses. Je veux encore revenir, pardon, j'insiste, mais parce que je suis tellement choquée par tout ça. Pape Ndiaye, pour justifier ses annonces, donc, parle de 15 millions d'heures d'enseignement perdues. Ces pertes d'heures seraient dues à l'incapacité du système à remplacer les profs absents. J'allais dire, waouh, quelle lucidité. Mais merci beaucoup. Par la même, est-ce qu'on doit comprendre donc, et c'est ma question, que puisqu'il y a des heures perdues, on va demander donc aux profs qui manifestement ne travaillent pas assez, selon Pape Ndiaye, qui sont oisifs, de travailler plus. Est-ce que c'est un enseignement que vous avez, Yannick Tréguence? Vous venez de le dire à juste titre, et j'allais amender en ce sens, c'est-à-dire que ce qui est extrêmement pernicieux dans ce discours, c'est qu'on laisse à penser que les enseignants ne travailleraient pas assez ou qu'ils auraient beaucoup de temps pour faire autre chose. Mais enfin, le métier d'enseignant, c'est bien sûr de la présence déjà effective en classe, mais c'est aussi tout le travail qu'il y a autour. Et donc, plutôt que de proposer aux enseignants d'aller faire des heures supplémentaires, interrogeons-nous sur la question de l'attractivité du métier. Pourquoi aujourd'hui on manque de candidats au concours? Il y a la question, bien évidemment, de la revalorisation salariale, mais pas que. Il y a la question aussi de la géographie. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des jeunes enseignants qui sont bombardés n'importe où. Et puis vous avez aussi la question des conditions de travail quand même. Enfin, la question des effectifs dans les classes, la question du temps également de concertation entre les enseignants. Et donc, je trouve qu'il y a là, une fois de plus, quelque chose qui porte atteinte à l'éthique même du métier d'enseignant. On fait passer dans la population cette idée que les enseignants, ils auraient tout le temps pour pouvoir aller faire. Alors, parenthèse, mais je l'ai écrit dans une tribune tout récemment, c'est que quand même, quand on regarde le budget 2022, il reste de l'argent sur le budget de l'éducation nationale. Il reste de l'argent qui n'a pas été utilisé par le ministre et qui aurait permis, par exemple, de pouvoir financer actuellement. Vous avez des parents qui se battent contre les fermetures de classes, vous avez des enseignants dans les collèges et les lycées qui, sur les questions de DSG, se battent parce qu'il n'y en a pas assez. Là, il y a des parents qui ont dormi dans une salle de classe pour conserver leurs profs, par exemple. Donc tout le monde, effectivement, la société entière se bat pour que l'école marche. En fait, on a un métier d'enseignant qui est sous-payé. On a finalement peu de gens qui sont intéressés, on le voit par la fonction. Le nombre d'élèves augmente dans les classes, donc il manque des enseignants, donc il faut boucher les trous, et pour boucher les trous, les enseignants vont remplacer en plus de leur service. Et donc, on fait croire à une revalorisation. C'est une immense duperie. Alors justement, parlons-en de ce fameux pacte de manière plus précise et des volets qui ont été proposés. Il y en a 2 dans ce pacte. J'ai essayé de tout décortiquer, mais enfin j'ai quand même besoin de votre aide et je pense que ceux qui nous regardent aussi. Le premier,
pacte, donc le premier volet obligatoire qui concerne les remplacements et l'orientation, et le second avec des missions variables. Le premier, d'accord ? C'est quoi? Ça veut dire que c'est les remplacements de courte durée, parce que si on parle des remplacements de plus de 15 jours, effectivement, il y avait possiblement un prof qui venait dans la classe, mais pendant ces fameux 15 jours, il n'y avait personne, c'est ça? Alors, a priori, c'est ça. Une fois encore, je prends beaucoup de pincettes, on va dire, puisqu'on n'a pas encore eu de présentation très officielle de ce pacte. Mais à chaque fois qu'ils nous ont parlé du pacte, le premier truc dont ils nous parlaient, c'était la question des remplacements de courte durée. Donc, très clairement, c'est quelque chose qu'ils vont mettre dans leur pacte. Le ministre en a parlé hier. Le problème, c'est que, ça existe déjà. C'est déjà possible. Et en fait, si ce n'est pas si souvent fait que ça, c'est beaucoup plus pour des questions soit de contraintes techniques, soit effectivement... Contraintes techniques, dans quel sens? C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir que l'enseignant va être absent, il faut trouver quelqu'un qui est disponible sur ce créneau pour pouvoir remplacer, si possible un enseignant de la classe. Il faudrait un Uber des profs? Enfin, non, excusez-moi, mais sauf que... c'est une question, vraiment. Non, mais c'est compliqué au niveau d'un établissement, parce que vous êtes déjà éventuellement en cours, et je ne vous parle même pas de ce qui peut se passer en lycée général et technologique, où avec la réforme, vous avez des groupes d'élèves qui ne sont pas les mêmes d'une discipline à l'autre, et de toute façon, moi, si on doit me remplacer, il n'y a pas 36 personnes dans l'établissement qui ont le même groupe d'élèves que moi. Donc, c'est très compliqué en fait à mettre en œuvre. Et d'autre part, ce que disait Yannick Trigance, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un système où on peut déjà nous imposer des heures supplémentaires à l'année. Et c'est généralement fait. Avec Jean-Michel Blanquer, on est même passé de 1 heure semaine à 2 heures semaine qui peuvent être imposées. Et là, on est en train de dire, et en plus, on pourrait vous imposer, si vous signez le pacte, de faire en plus des remplacements de courte durée, vous n'auriez peut-être même pas le choix de refuser. C'est ça aussi, cette question du pacte, c'est de savoir est-ce que c'est, j'allais dire, comme un pacte avec le diable, où vous signez avec votre sang et d'un seul coup vous vous retrouvez coincé. C'est une question qu'on va poser évidemment la semaine prochaine. Oui, je comprends. Yannick Trigance ? Oui, moi je voulais ajouter un élément dont finalement on parle peu dans cette histoire-là, c'est l'intérêt des élèves. Parce qu'il y a une dimension pédagogique aussi à cela, qui est rarement évoquée. C'est-à-dire que là, on parle d'envoyer quelqu'un dans une classe comme ça, qui va arriver, qui va faire cours, qui va s'en aller, qui va revenir. À un moment donné, la classe, c'est pas ça. D'un point de vue pédagogique, dans la relation entre l'enseignant et les élèves, il se passe quelque chose. Ça se construit, ça s'entretient, il faut aussi l'étayer. Et on n'en parle absolument pas. C'est-à-dire qu'on est dans une dimension consumériste, si je puis dire, et de gestionnaire, technocratique. C'est-à-dire, en fait, on va mettre... Mais c'est ce qui a été fait à la rentrée, là. C'est-à-dire que là, pour pas qu'il y ait de vagues, si je puis dire, dans les écoles, il y avait un enseignant, effectivement, dans chaque classe à la rentrée. Avec les contractuels, les contractuels, recrutés sur un job formé en 4 jours. Minutes. Oui. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, là, au moment où on parle, dans les écoles, il manque des enseignants. Il y a des élèves qui n'ont déjà plus classe. Donc la réalité, c'est celle-là. Donc on comprend effectivement que le gouvernement veuille trouver une solution. Et en fait, tout le monde veut trouver une solution, mais une solution effectivement viable. Bruno Bobkiewicz, quand on parle justement de cette solution de remplacement de courte durée, pourquoi ne pas revenir, et c'est une question que je me pose, mais sur les suppressions massives de postes de titulaires sur les zones de remplacement, en fait, cette suppression qui avait été faite à l'époque du quinquennat de Sarkozy? On parle de choses différentes, en fait. Vous avez les remplacements de courte durée qui concernent les absences dans le second degré de moins de 2 semaines. Oui. Et vous avez les remplaçants sur zone de remplacement qui concernent les absences plus longues. Donc, en fait, ce sont deux systèmes différents. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Et il y a quand même une réalité, c'est qu'effectivement, je partage l'idée que ce système existe déjà. Néanmoins, force est de constater qu'il, à ce stade, ne fonctionne pas parce qu'il est complexe à organiser dans les établissements et il s'appuie exclusivement sur la base du volontariat. Si demain, il y a un engagement d'un certain nombre d'enseignants, et je suis sûr que si financièrement c'est très intéressant, certains le feront, ça dépend ce qu'on met sur la table. Donc, il y a moyen de l'organiser. Mais c'est une charge et un pilotage particulier. Maintenant, il y a moyen de faire en sorte que, si c'est bien fait, et quand je dis ça, je me tire quasiment une balle dans le pied, parce que c'est moi qui vais le faire dans mon établissement, ou mon collègue proviseur adjoint. Donc, mais quand je dis ça, c'est derrière ne pas mettre n'importe quel enseignant face à un groupe d'élèves. C'est de faire en sorte que, quand le professeur de mathématiques est absent, si le professeur de français est disponible au même moment, ce qui n'est pas toujours possible, mais parfois ça l'est, eh bien le professeur de français utilise le créneau pour faire du français. Donc quand c'est des groupes classes identiques, c'est facile. Quand c'est des alignements, ça l'est beaucoup moins. Mais en réalité, il y a évidemment
notamment quand on regarde du côté du privé, il faut quand même admettre que de ce point de vue, ils sont plus efficaces que nous. Et je comprends parfaitement l'idée que le ministère ait envie d'avancer là-dessus. Mais c'est un sujet compliqué et il faut que la contrepartie, elle soit significative. Donc, il ne faut pas que ce soit... ça fait longtemps qu'on le dit, malheureusement. Ça fait longtemps que tout le monde le dit, le côté significatif, on a l'impression que ça n'avance pas. Je parle encore du premier volet, toujours pareil, le premier volet, donc obligatoire, qui concerne les remplacements, et aussi l'orientation. Est-ce que c'est aux professeurs de faire de l'orientation? Est-ce que ils sont formés pour ça? Voilà, c'est ma question. En partie, oui. Ouais. En partie, oui. On a une indemnité qui s'appelle l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves. Donc oui, l'orientation fait partie de nos missions, c'est dans nos textes réglementaires. Maintenant, est-ce qu'on est formé pour ça? Globalement, non. Donc, effectivement, on attend là aussi de voir exactement c'est quelle mission, il faut faire quoi. Généralement, c'est beaucoup ce qu'on appelle le professeur principal, qui, j'allais dire, chapeaute quand même énormément, mais on a aussi chacun parfois notre rôle à jouer. Nous, je parlais de la réforme du lycée, nous, pour savoir les élèves qui disent quelle spécialité je vais choisir, quelle spécialité je vais abandonner également en fin de première, on va demander aux professeurs de spécialité, pas forcément aux professeurs. Enfin, quelle responsabilité pour eux quand même. Et donc c'est une grosse responsabilité. Ouais. On a très peu de formation sur les questions d'orientation, parce que de manière générale, on a très peu de formation sur quelques questions que ce soit, sur l'éducation nationale. D'ailleurs, je crois qu'ils envisagent de mettre la formation dans le pacte. Oui, alors on va en parler parce que c'est sur les temps de vacances. C'est ça. Alors je sais pas quand, le soir, le samedi. Alors puisque vous y venez, parlons-en. Voilà. Alors cette formation, ce temps de formation, ce serait sur les congés. Mais enfin, qui dans le public ou dans le privé d'ailleurs, peu importe, quelle personne serait d'accord avec ce principe de se dire, tu vas être formé pendant ton temps de vacances? Yannick Trigan, ça vous choque ou pas? Oui, ça me choque, moi. Cette proposition me choque parce que, encore une fois, ça signifie que les enseignants auraient beaucoup, voire trop de vacances et qui pourraient donc consacrer ce temps-là à la formation. Moi, je préférerais que, par exemple, il y ait le rétablissement d'une véritable formation initiale, bien évidemment, mais surtout continue. Parce que la formation continue aujourd'hui pour les enseignants, elle a quasiment disparu. Moi-même, quand j'étais directeur d'école, combien de fois j'ai dû dire à mes collègues, écoute, finalement, tu pars pas en formation parce qu'il n'y a personne pour te remplacer pendant que tu es en formation. Donc, je pense que c'est pas comme ça qu'on aborde ces questions-là. Et puis, ce que je voulais rajouter quelque chose. Il y a des équipes pédagogiques qui font des choses absolument formidables sur la question de l'orientation. Il se trouve que par hasard, j'étais hier dans un lycée de Saint-Ouen, le lycée Cachin, pour ne pas le citer, avec l'organisation d'un forum des métiers. Organisés par les enseignants et qui ont fait venir donc un certain nombre de professionnels pour justement permettre aux élèves de 3e de venir dans le lycée qui est un lycée général, technologique et professionnel, et donc de présenter l'ensemble des filières. Donc les enseignants, ça vient d'être évoqué, travaillent ces questions-là et font des choses parfois absolument extraordinaires. Mais ils sont accompagnés et puis on leur donne les moyens de le faire, c'est un petit peu différent. Ils sont accompagnés, là c'est une initiative de l'équipe pédagogique avec le proviseur, avec les relations qu'ils peuvent avoir aussi dans le cadre des stages, etc. Mais ils ne sont pas spécifiquement accompagnés, ils ne sont pas non plus formés à ça, ils le font parce que d'un point de vue pédagogique, ils pensent, et ils ont raison, que présenter aux élèves de 3e ce qui va pouvoir être fait dans le lycée dans lequel ils vont arriver. Voilà, donc là, on a aussi, je tiens à le dire parce que voilà, il y a des choses très bien qui se passent dans un certain nombre d'établissements sur ces questions-là. Alors, je voudrais qu'on reparle, évidemment, parce qu'il y a encore 2 autres volets qui sont très intéressants sur ce fameux pacte, mais enfin, on va quand même parler des 72 heures, donc du travailler plus pour gagner plus, parce que quand même, on se dit qu'à l'époque de Sarkozy, ça fait beaucoup de bruit, tout d'un coup, ça revient, tranquillement, mais sûrement, cette idée qui, a priori, ne fait pas l'unanimité. On l'a vu pour la réforme des retraites, déjà, travailler plus longtemps ne fait pas forcément l'unanimité. Là, ça vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sur France Inter, c'est annoncé, boum, et on nous dit, voilà, 2 heures de plus par semaine. Ça correspond à quoi? C'est comment vous le prenez, Jean-Rémy Girard? Alors ça, pour le coup, c'était une totale découverte. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu aucun chiffrage horaire. Là, on était là dans France Inter et on a découvert d'un seul coup que le pacte, c'était visiblement environ 72 heures, ce qui a l'air quand même furieusement de correspondre à 2 heures par semaine, assez clairement. Surtout que dans les missions que cite le ministre, on n'a pas trop parlé encore des professeurs des écoles, mais il y a la fameuse heure de soutien en classe de 6e, là aussi très simple à organiser, qui est forcément 1 heure en plus, puisque le professeur des écoles, il doit aller se déplacer au collège pour faire 1 heure de cours en plus. Donc, très clairement,
Je dirais, ce genre de choses, ça pourrait se discuter si on était dans un métier qui attire, les gens se battent pour passer le concours, c'est formidable, le métier d'enseignant, il est ultra valorisé, les enseignants se sentent bien. On a exactement l'inverse. Et tous les chiffres du ministère lui-même le montrent, on est dans une grave crise. On a eu la première enquête du ministère sur le bien-être des enseignants, c'est une catastrophe absolue. Voilà, ils estiment que leur rémunération, ils sont à 3,1 sur 10 en taux de satisfaction, et sur la vision du métier dans la société, ils sont en dessous de 3 sur 10. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. On a bien vu que les concours ne faisaient pas le plein, loin de là. Et là, on est en train de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait vous rajouter un petit peu dans le panier, comme si ce métier, c'était déjà merveilleux. J'entendais ce que disait Bruno Bobkiewicz, et oui, il y a sûrement des enseignants qui, s'il y a une rémunération suffisante à un moment, vont se lancer là-dedans parce qu'ils ont juste envie de gagner leur vie correctement. Néanmoins, c'est pas du tout une bonne façon de faire des ressources humaines. Et c'est en plus, j'allais dire, les enseignants qui éventuellement peuvent se permettre d'avoir le temps, n'ont peut-être pas une vie de famille à côté, ne sont pas en temps partiel en train d'élever leur enfant. Donc il y a une discrimination femmes-hommes très très vite qui se place dans l'éducation nationale dès qu'on met des missions supplémentaires. C'est net, que ce soit sur les heures supplémentaires ou sur les indemnités pour les missions qui peuvent être faites. Et effectivement, cette idée de dire vous avez bien 2 heures par semaine dans votre emploi du temps à consacrer à ce pacte, mais c'est juste même méconnaître les propres données du ministère qui disent quand même qu'on est entre 42 et 43 heures de travail hebdomadaire dans nos semaines de cours. Ça, c'est le ministère, c'est pas le SNALC qui l'a inventé, c'est les chiffres du ministère. Bruno Bobkiewicz, une réaction à ce que dit Jérémy Girard ? Ce qui me semble compliqué sur le pacte, c'est son pilotage en établissement. Je suis désolé, je suis représentant de chef d'établissement, donc je parle un peu en leur nom. L'idée même que chaque année, il soit nécessaire de contractualiser avec les enseignants volontaires sur un volume horaire à définir, sur des missions à définir, et suivre tout ça heure par heure, un par un, nous semble complexe en termes d'organisation et de pilotage. Qui va le faire ? Et vous connaissez la réponse. Et tout ça, c'est avec un nombre constant de proviseurs et de proviseurs adjoints. Donc là-dessus, il y a vraiment une difficulté forte de pilotage. Et donc la question qu'on a posée, nous, au ministre, c'est il est où notre pacte à nous ? Je veux dire, à un moment, parce que qui va faire le job de suivi et de placement des heures de remplacement courte durée, encore une fois, c'est les personnels de direction. Par contre, pour répondre aux collègues, si c'est demain valoriser financièrement des missions que les collègues font déjà gratuitement, moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, inclure dans un pacte des choses que les collègues font de toute façon déjà au quotidien, c'est une partie de la réponse. Évidemment que ça ne va pas couvrir 72 heures parce qu'on va leur imposer des choses de type remplacement de courte durée. Néanmoins, si ça permet la valorisation, moi j'ai par exemple un référent égalité femmes-hommes dans l'établissement, je ne suis pas en capacité de lui donner une IMP. Et donc si demain dans le pacte, je peux lui donner un volume horaire, une somme d'argent pour un boulot qu'elle fait déjà, tout va bien pour moi et tout va bien pour elle. Fait déjà ou qu'elle ferait en plus ? Elle le fait en ce moment au-delà de sa mission d'enseignant. C'est-à-dire vous avez plein d'enseignants qui nous aident à piloter un certain nombre de dossiers en réalité, qui ont des références de dossiers transversaux. Par conviction, par envie, par juste simplement humanité ? Parce qu'ils sont sollicités pour ça, parce que c'est un dossier qui leur plaît. Parce que le métier d'enseignant, c'est dans la classe, mais parfois aussi en dehors de la classe. Souvent même. Et de ce point de vue, certains s'engagent sur des missions, parfois qu'on est capable de rémunérer sur nos marges d'autonomie, parfois qu'on n'est pas capable de rémunérer parce que nos marges sont insuffisantes. Donc si c'est l'augmentation des marges d'autonomie pour valoriser des missions déjà effectuées, j'avoue que je n'y suis pas complètement opposé. Voilà. Mais maintenant, il faut travailler le contour et la mise en œuvre, parce qu'à ce stade, on n'en sait pas suffisamment pour dire si c'est complètement mauvais ou complètement bon. Reparlons des 10%, les fameux 10% annoncés donc, du coup par Emmanuel Macron. Vous citiez la date même d'ailleurs. 22 avril. 22 avril, voilà. C'est nos confrères d'RTL, je crois, ou je ne sais plus. France Inter, ou forcément une radio publique. Et donc du coup, là, on voit que les 10% étaient donc inconditionnels, donc sans
conditions. Là, on a plein de conditions qui s'imposent. J'ai lu quelques interviews que vous avez données, Jean-Rémy Girard, à ce sujet. J'ai relevé les différents points. Sur les 10%, on élimine quand même beaucoup de choses. Et déjà, on parle du dégel du point d'indice de l'été dernier. Alors, il y a deux 10% différents. Donc, c'est pas toujours facile à comprendre. Comprenons. Il y a les 10% dits inconditionnels, qui en fait sont soumis, d'après les premiers documents qu'on a, en fait, à une condition d'âge et d'ancienneté, parce que tout le monde ne va pas toucher la même chose, voire certains touchent. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a ceux qui en début de carrière ça, et les milieux et le socle. Ouais. Voilà. Et on a le pacte, où il a été dit, sans qu'on sache du tout comment c'était chiffré, ceux qui vont là-dedans, ça peut aller jusqu'à 10%, mais ça pourrait être probablement ça pourrait être 2%. moins. Ça pourrait être pas grand-chose. Et puis 10% de moyenne, c'est-à-dire que tous les enseignants n'ayant pas le même salaire, si vous avez 55 ans, 10%, c'est pas la même chose que si vous avez 25 non plus. Voilà. Et là où il y a eu tromperie, alors on va voir s'il y a tromperie aussi sur le pacte, mais là où il y a eu clairement tromperie sur le socle, c'est que Emmanuel Macron avait bien annoncé 10% d'augmentation inconditionnelle. Et en fait, quand on a les chiffres et les documents du ministère, on voit que pour arriver à leur calcul des 10%, il y a certes la mesure qu'ils font là, à partir de septembre au lieu de janvier, le président avait dit janvier, oui. Certes la mesure qu'ils font là. Ils ont rajouté le dégel du point d'indice, alors qu'il ne concerne a priori pas que les personnels de l'éducation nationale, puisque c'est toute la fonction publique. Ils ont rajouté les tranches des primes de Jean-Michel Blanquer, qui remontent quand même à quelques années maintenant. Et ils ont même rajouté la prime informatique qui a été faite en 2020. Alors c'est quoi la prime informatique? Rappelez-moi, parce que C'est 150 € par an, parce que apparemment c'est le prix d'un ordinateur et des cartouches d'imprimante. Mais voilà, 150 € par an. Alors c'était mieux, avant c'était 0 € par an, donc il y a 150 € de mieux. Mais c'est effectivement une prime qui a été attribuée parce que les enseignants ne se voient dotés d'aucun matériel de travail, que ce soit informatique ou pas informatique. Moi, j'ai les feutres pour écrire au tableau, j'ai pas les stylos rouges pour corriger mes copies, et j'ai pas l'ordinateur non plus pour préparer mes cours. Donc, on a reconnu ça. Et en fait, on nous l'a déjà vendu une première fois en disant, regardez, c'est incroyable, 150 € par an de prime informatique, c'est un peu ridicule, mais enfin voilà. Et là, on nous redit, regardez, il y a 10%, et en fait, c'est les mêmes choses qu'on nous a déjà vendues. On nous a déjà vendu un truc, on les revend. Voilà. C'était un espèce de pacte déjà inclus et dont on reparle aujourd'hui. Même sentiment, Yannick Trigance? Oui. D'abord, juste un mot sur la méthode. Une fois de plus, j'ai l'impression que c'est le Blanquer bis, c'est-à-dire qu'on apprend comme ça sur une station dans les médias que... il y a des décisions qui sont prises. Voilà. Ça me rappelle ce que Blanquer annonçait la veille pendant la crise sanitaire où il y avait un nouveau plan toutes les semaines. Donc je pense que sur la méthode, il y a quand même une vraie difficulté aujourd'hui dans ce pays et que la méthode injonctive qui prévalait sous le premier quinquennat Macron se perpétue finalement. Deuxième élément, on se rend compte qu'on est en train d'essayer de tirer des bouts de ficelle pour obtenir des augmentations. Mais enfin, il y a quand même une réalité, c'est qu'en France, il faut en moyenne 35 ans pour passer d'un salaire de départ au salaire le plus élevé. Alors que dans les pays de l'OCDE, c'est 26 années. Deuxième élément sur les salaires des enseignants, il y a en 1980, c'est pas moi qui le dis, dans une enquête récente, un enseignant en moyenne certifié, c'était 2,2 SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,2 SMIC. Donc on voit aussi cette régression dans le temps, et on est là en train, dans des discussions, pas nous ici, mais les ministériels, de boutiquier pour dire aux enseignants, alors là, vous allez faire 2 heures de plus, là, vous allez faire les... Non, à un moment donné, il y a aussi cette idée, enfin, moi, je défends cette idée qu'il y a un dû aux enseignants, mais pas contre quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage par rapport à une situation qui est profondément inégalitaire. Enfin, Bac+5 aujourd'hui. Évidemment. Donc, on a finalement un triple décrochage. On a un décrochage pour les enseignants par rapport aux autres agents de la fonction publique d'État. On a un décrochage par rapport au salaire du privé, puisque à niveau d'expérience et de compétences égales, en moyenne, c'est 10% de moins. Donc deuxième décrochage, et puis on a un troisième décrochage, on l'a dit, c'est par rapport aux autres pays. Et on est en train de nous dire, il faudrait que les enseignants ils travaillent plus pour avoir un peu plus. Je trouve que quand même, la situation, elle est suffisamment grave pour qu'on arrête comme ça de dire on veut bien vous donner, mais ça sera contre quelque chose. Petit mot de fin, Bruno Bobkiewicz, sur cette discussion autour du pacte des enseignants, car on doit rendre l'antenne. Bruno Bobkiewicz. Non, mais je partage le fait que le contexte amène à l'acceptation difficile de cette proposition. C'est-à-dire, les enseignants aujourd'hui attendent, parce que ça avait été annoncé comme ça, une revalorisation non conditionnée.
qui est à côté de ça l'envie de donner plus à ceux qui feraient plus, c'est pas incompatible, à condition d'avoir un contexte de départ qui leur soit plutôt favorable, et on voit à quel point ça n'est pas le cas en ce moment. Donc les chiffres que Yannick Trigance vient de partager sont réels. Et donc de ce point de vue, effectivement, le contexte n'amène pas, même s'il y a en réalité pas mal d'argent qui est mis sur la table, il faut le reconnaître, ça fait, les deux mesures compris, je crois que ça fait un peu moins de 2 milliards par an. Mais néanmoins, voilà, la façon dont c'est présenté, la difficile communication qui en est faite, amènera de toute façon un rejet de la proposition, parce que les collègues de deuxième partie de carrière auront l'impression qu'à travail constant, salaire constant, voire en régression vu l'inflation. Donc forcément, ça ne peut pas passer. Ce ne sera pas qu'une impression, mot de fin. Merci à vous trois, messieurs, d'avoir été sur le plateau du Grand JT. C'est toujours passionnant de discuter avec vous. J'espère qu'on va faire avancer le débat, ou en tout cas qu'ils vont nous entendre, qu'ils vont vous entendre, parce que moi, ça n'a pas d'intérêt, mais en tout cas, qu'ils vous entendent pour le crier haut et fort, que cette réforme, quand même, bon... Voilà, il y a des choses peut-être à revoir. Je rappelle, Yannick Trigance, secrétaire national du PS, merci mille fois d'être avec nous. Jérémy Girard, président du SNALC, merci beaucoup d'être aussi avec nous sur ce plateau. Et Bruno Bukiewicz, secrétaire général du SNPD-EN. Merci à vous trois. On marque une courte pause, on se retrouve dans le Grand JT. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parlent nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le Grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le Grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité, et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Farid Bouabdella. Bonjour. Bonjour, Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur artistique du festival Art Comique en direct de Saint-Étienne. Merci d'être là. Alors, on va parler de ce festival qui a lieu donc chaque année. Il a lieu en ce moment jusqu'au 18 février, c'est bien cela ? C'est ça, oui. Avec une très belle programmation, que des gens que j'aime et que je salue, Fabrice Eboué, Paul Mirabel, Laura Felpin, entre autres. Mais le reste de l'année, Art Comique, c'est une association qui œuvre pour l'accès à la culture pour les jeunes. Et évidemment, c'est ce qui nous plaît d'autant plus. Alors l'association, elle est née il y a à peu près 20 ans. Est-ce que vous pouvez me raconter les débuts de l'asso? Comment c'est né? En fait, ce festival, il est né dans une MJC au départ, dans le but de créer un événement culturel, faire changer l'image d'un... Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le directeur de l'époque a souhaité utiliser l'humour comme outil. Et donc, voilà, c'est de là qu'est né le premier festival au départ qui s'appelait Art Burlesque.
Donc vous aviez une programmation, je dirais de l'époque, hein. Vous aviez Bernard Azimut, Sophie Forte. Et puis au fur et à mesure, ce festival, il a évolué avec aussi, en prenant en compte le paysage, notamment en faisant de l'action culturelle autour, donc des ateliers cirque, des journaux en herbe pour des jeunes qui faisaient le journal du festival, donc ils interviewaient les artistes, etc. Et depuis, ce festival il est monté, et puis son ADN, ça reste quand même l'action culturelle. Alors l'action culturelle justement, et vous le disiez, hein, c'est l'idée de par le rire, en fait, amener les jeunes, et d'ailleurs peut-être les moins jeunes aussi, à plus de culture. Est-ce que ça a tout de suite fonctionné? Est-ce que le corps a pris tout de suite et les gens du quartier étaient tout de suite séduits? Oui, parce qu'en fait, l'humour est quelque chose de très commun à nous tous, en fait. On a tous nos codes, on aime tous rire, et je pense que c'est le moyen de créer du lien, en fait. On a toujours ri ensemble. Vous regardez dans les salles de spectacle, vous avez toute la société réunie sur un spectacle parfois. Et donc, ça nous permet tous de se réunir et de rire. Et c'est ce qui facilite. Et donc, forcément, en plus, avec l'avènement de nouvelles générations d'humoristes, etc., ça a donné envie d'eux. Alors, vous développez de nombreux projets. Vous me parliez de cirque il y a quelques instants. Racontez-moi, c'est-à-dire qu'en dehors de l'aspect purement humoristique, donc de tous ces artistes qui viennent depuis le début, parce que vous parlez de Sophie Forte, par exemple, dès le démarrage, c'est quand même génial d'avoir de tels artistes au tout début. Ben oui, ça a tout de suite fonctionné. Là, on citait effectivement Laura Felpin, Paul Mirabel ou Fabrice Eboué. Je le disais, donc il y a les humoristes. Et à côté, effectivement, vous développez d'autres projets culturels. Le cirque et quoi d'autre ? Il y a le cirque. En fait, on a mis aussi en place un projet qui s'appelle le Journal du Festival, qui était que des jeunes réalisent tous les jours pour la télé locale, donc TL7, donc à Saint-Étienne, réalisent des journaux qui sont diffusés juste après le journal télévisé, avec interviews d'artistes, interviews du spectateur, interviews des techniciens, etc. Ce qui leur permet à ces jeunes de découvrir aussi le monde de l'audiovisuel, mais aussi de découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas forcément, hein. L'année dernière, certains ont interviewé Frédéric Fromet. Pour certains, ça ne leur parle pas, alors que sur France Inter, ils cartonnent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça leur permet de leur ouvrir l'esprit. Et puis là, par exemple, aujourd'hui, on a un projet avec Pôle emploi où des jeunes de 18-25 ans réalisent des podcasts, réalisent des courts-métrages autour de l'humour, en désacralisant des situations, en revivant des situations. Et voilà, quoi. Donc on est content parce que ce festival impulse. Quand vous dites Pôle emploi, ça veut dire que c'est Pôle emploi qui vous appelle et vous avez une idée commune en fait de pouvoir faire émerger les talents qui n'auraient pas forcément de travail aujourd'hui et qui ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas écrire. Vous les accompagnez là-dedans ? En fait, c'est des demandeurs d'emploi, en fait, réellement, c'est des jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, comment leur donner du savoir-être, du savoir, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas, on envoie souvent des jeunes au casse-pipe parce qu'ils sont pas formés juste simplement à dire bonjour, à savoir se tenir, à savoir parler. Et ça, c'est la base de toute entrée dans la société. Et donc, on utilise l'humour, que ce soit, là, par exemple, les podcasts, donc on leur apprend à articuler, on leur apprend à écrire. Pareil pour le court-métrage, on va leur apprendre à jouer des scènes, ce qui leur permet de peut-être un jour d'être en situation et d'utiliser ce savoir à un moment. J'avais une question, je suis Mickaël Dos Santos, hein, je sais que vous n'entendez que ma voix. J'avais une question concernant l'humour qui est sur scène, donc les humoristes qui font des sketchs. Est-ce qu'ils ont des limites? C'est vrai qu'il y a cette question qui revient souvent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rire de tout? Eh bien, est-ce qu'on peut rire de tout, mais surtout avec un jeune public? Je pense qu'on peut rire de tout dépend comment c'est dit et tout dépend comment c'est transmis, en fait. C'est surtout ça, en fait. Faut pas faire du mal, en fait. Faut pas que la parole blesse. En fait, c'est ça, en fait. Donc, faut être très fin et savoir doser quand il faut doser, quoi. Mais est-ce que ces humoristes s'adaptent à leur jeune public? Ou est-ce que finalement, ils gardent leur humour En fait, vous savez, comme tout artiste, dans tout ce qui est stand-up aujourd'hui, forcément, on va se mettre à un niveau de son public, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on retrouve souvent dans les comédie clubs, où on a des blagues, en fait. On est sur des blagues, on est sur des échanges. Mais après, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que vous allez avoir des artistes qui vont faire que des blagues pendant un spectacle, donc ils vont prendre 2-3 personnes du public et vont se les faire toute la soirée. Mais vous avez d'autres artistes qui ont réellement un spectacle avec une écriture, avec un début, une fin, etc., quoi. Donc on retrouve un peu, en fait, tout ce qui existe dans l'humour, c'est-à-dire que vous aurez des artistes qui dureront, hein, comme Pierre Palmade, qui est là depuis des années, ou Fabrice Eboué, par exemple, et puis des artistes qui vont être éphémères.
Alors vous disiez, évidemment, faire rire, mais il ne faut pas blesser. Et en même temps, vous avez un engagement citoyen, si je puis dire, puisqu'il y a quelques années, en réaction aux attentats, vous avez développé un projet qui s'appelle « Comprendre pour mieux agir ». C'était une façon pour vous aussi de dire, évidemment, le rire, oui, mais le rire, c'est aussi pour faire passer des messages. Alors oui, en fait, ça c'est pas dans le cadre du festival Art Comique, parce que j'ai plusieurs casquettes en fait. Et oui, c'est vrai que je suis militant et j'utilise beaucoup j'aime bien ouvrir l'esprit et je me souviens en 2015, on avait décidé, c'est un projet qui existe toujours d'ailleurs, on avait décidé suite aux attentats de se dire pourquoi aujourd'hui des jeunes se mettent à vouloir mourir en fait, vouloir face à la vie. Alors ça veut dire qu'on a raté des rendez-vous et donc il fallait vite reprendre ça en main et de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc on s'est dit avec une personne de la protection judiciaire de la jeunesse, pourquoi pas réfléchir à une action culturelle pendant une semaine, pendant les attentats, donc la période anniversaire malheureusement en novembre, de proposer des pièces de théâtre, des rencontres dans des endroits, dans les écoles, dans des lieux, pour pouvoir justement discuter à travers la culture et échanger. Parce que la culture est un outil formidable pour faire passer des messages. Et alors justement, ça a généré beaucoup de débats entre les jeunes. Ça a plu? Oui, bien sûr, parce que ça les intéresse en fait. Et puis je pense que les jeunes réfléchissent. Et puis l'intérêt, c'est qu'aussi on vient en période scolaire. Donc ça veut dire ils sont là à un moment. Ils sont là, donc entre guillemets, ils sont entre 2h et 4h, 14h et 16h. Donc ils vont être avec nous. Et forcément, il y aura à un moment un échange. Et c'est ça qui est important. Comme en détention. En détention, il est important, c'est ce qu'on fait. Dernièrement, le 13 janvier, j'étais avec Georges Saline, dont sa fille est morte au Bataclan, s'est fait assassiner. Et il a fait un bouquin avec le père d'un des terroristes. Le titre, c'était « Il ne nous reste que les mots ». Et nous étions la semaine dernière à un centre de détention à Roanne, où des personnes sont incarcérées, certains pour terrorisme. Et on a eu une discussion. Et je pense que... c'est tout ça, je pense qu'il faut discuter pour pouvoir comprendre aussi pourquoi certains basculent et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise pas. Cette discussion, on peut la retrouver, nous, par exemple, sur un podcast ou sur le site internet de l'asso? Non, parce que c'était en détention, donc voilà. Par contre, je peux vous retrouver. Il y a eu faudra regarder sur les. Je vous enverrai des liens. Il y a eu un coup. Par exemple, il y a 3 ans, j'ai fait venir Delphine Orviller et Rachid Benzine dans une synagogue à Saint-Étienne avec des lycéens, des jeunes de la PJJ, parce que je partais sur le principe de se dire que on va très facilement dans une église, on va très facilement dans une mosquée, mais une synagogue, c'est plus difficile pour certains. Et donc, je m'étais dit, pourquoi pas créer un rendez-vous avec les scolaires, les faire venir dans une synagogue, désacraliser le lieu et avoir un échange avec Delphine et avec Rachid Benzine autour de religion, autour de laïcité. Et voilà, donc il y a plein de rendez-vous comme ça qui sont faits. Parce que je pense qu'à un moment, il faut casser les barrières, il faut écouter et puis échanger. Parlons de l'affiche. Je citais quelques noms déjà au début de cet échange. Évidemment, Fabrice Eboué, Paul Mirabel ou Laura Felpin. Y a-t-il d'autres noms que vous avez à me proposer, à citer? Et surtout, est-ce qu'il y aura des humoristes stéphanois, du coup? Non, pas stéphanois, oui, aussi stéphanois, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a deux humoristes stéphanoises. Il y a Lisa Perriot, d'ailleurs, qui est sortie du cours Florent et qui a décidé d'aller sur l'humour. Donc elle était sur le théâtre classique, elle travaillait avec Mouajdi Mawad et elle a décidé d'aller sur le seul en scène. Donc il y a Lisa Perriot, il y a Perrine Pérez donc qui est rouennaise, et puis vous avez beaucoup d'artistes de la région, donc Anne Gilibert, voilà, vous avez pas mal de monde, et puis surtout vous avez une programmation qui est éclectique, qui va des frères Coll, donc du spectacle musical au clown avec Mathieu Panchina, en passant par Arnaud Demanche ou Thomas VDB. Donc voilà, cette force de ce festival, c'est qu'il est populaire en fait. Et je pense que le mot populaire n'est pas une insulte, parce que certains disent que la culture populaire. Non, je pense que le populaire, c'est ce qui permet de se dire que voilà, on a le droit d'aimer ce qu'on. Il n'y a pas de honte à aimer des artistes, et il faut l'assumer, et on a le droit de rire comme on a le droit de pleurer et chanter. Au contraire, vous prêchez une convertie. Moi, j'adore le populaire. Et justement, la force, c'est un public très éclectique et aussi une programmation très éclectique. Parce que vous parlez de Thomas VDB, Fabrice Eboué et Paul Mirabel, c'est tout à fait différent comme type d'humour. Et tant mieux. Oui, par exemple. Je reparle de l'affiche. On voit David de Michel-Ange. Pourquoi ce choix? C'est un festival qui a, entre guillemets, eu beaucoup de vents contraires. Et donc aujourd'hui on est encore là, c'est ça.
c'est David qui résiste. Et on est là, toujours avec humour. Des vents contraires, certains vous auraient voulu du mal, je ne peux pas le croire, alors que vous faites que des bonnes actions et que ça marche. Je ne peux pas le croire. Eh bien écoutez, bon vent, justement. Bonne réussite, beau succès. Jusqu'au 18 février à Saint-Étienne, n'est-ce pas ? Voilà, on prend la voiture, le train, tout, et on y va pour profiter justement de cette programmation géniale de l'art comique. Directeur artistique de l'art comique, Farid Bouabdella. Merci mille fois d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Allez, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. Cette semaine, on les a questionnés sur l'idée de la fratrie. Moi, je vais avoir un petit frère, je vais lui changer la couche et en fait, je vais l'endormir. Dans une famille de 3 enfants, je suis celle du milieu. Donc, je joue un peu le rôle de médiateur entre les 2 autres. Je peux un peu traduire leur type de langage. Oui, je vais te donner le biberon. Alors, bien évidemment, de temps en temps, il y a des petites disputes. Mais la relation est surtout basée en avantage sur la confiance. Parfois, on peut se disputer et tout, mais c'est quand même notre famille, du coup, c'est important. Par exemple, si l'un des 3 a fait une bêtise, il va pas lui le dénoncer, mais plutôt l'aider à réparer sa bêtise pour qu'elle n'existe plus. Au revoir. Merci beaucoup les enfants. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit Mélanie Page. Bon, si tu le veux bien, on passe à la dernière partie de l'émission, où là, on va parler beaucoup plus spécifiquement de l'école. Quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Alors, j'ai 3 enfants. J'en ai un en CM2, une en 3e et la plus grande a passé son bac l'année dernière. Bon, moi je trouve que prof, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Ils font un boulot génial, vraiment respect. Après, dans le système, moi je pense qu'en France on se plante. C'est-à-dire que le système que moi j'ai fait, c'est-à-dire aller à l'école soit que l'après-midi, soit que le matin, et avoir du temps pour faire autre chose, s'ouvrir à autre chose, des arts, du sport. Des horaires aménagés, en fait, pour tout le monde. En fait, ça permet déjà d'avoir... De découvrir d'autres choses, des passions éventuelles, et ça permet de se motiver mieux à l'école. C'est-à-dire que nous, dans ces écoles-là, on était beaucoup plus forts que les autres, déjà parce qu'on savait ce que c'était que l'effort, et l'effort pour un truc qu'on aimait, et donc de voir le résultat, d'être motivé, et j'étais pas entourée d'ados qui traînaient les pieds, qui en avaient marre de la vie, qui disaient, je veux pas, on n'était que des ados déjà dans le, je sais pas, dans le plaisir de la vie, avec des buts. Et je trouve que l'école, déjà c'est beaucoup trop long une journée d'école complète avec éventuellement 2 heures pour manger. 2 heures c'est trop long, ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais. Enfin, je trouve que c'est mal foutu. Il faudrait faire des journées plus courtes avec la potentialité. Alors évidemment pour les parents qui peuvent pas. La potentialité que l'école offre, je sais pas, du sport, autre chose. L'après-midi. Voilà, ou l'ouverture à ce qu'ils fassent ça ailleurs. Mais en tout cas, je pense que les enfants, pendant trop longtemps, on leur donne que de l'école, que du rabâchage de maths, de français. La vie, c'est autre chose aussi. Même la nature, faire plus de sorties, apprendre les arbres, les animaux. Enfin, ça, c'est l'école de demain pour toi. Ah ouais, mais carrément, carrément. Il y a plein de pays qui l'ont déjà compris. Hein. Oui, ça c'est vrai. Oui. Voilà. Vrai. Et ça marche très bien. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment repenser ça d'une manière... Et pour tes enfants, tu les laisses libres? De ce qu'ils veulent faire plus tard, complètement. C'est pas important pour toi qu'ils fassent des études poussées? Pas si... Alors, s'ils sont bons à l'école, tant mieux. S'ils ont envie, tant mieux. Mais vraiment, l'important, c'est de trouver sa propre voie. Parce que si on les pousse dans autre chose, de toute façon, il y a un moment où ça va péter, et voilà. Ou alors, ils seront malheureux pendant des années. Oui, c'est ça, vraiment rien. Plus tard, ouais. Notre boulot de parents, c'est qu'ils soient heureux plus tard. Donc le boulot, c'est quand même... Le travail, c'est quand même 70% de la vie. En France, on donne trop d'importance aux études? Parfois, oui. Évidemment, c'est important, les études. C'est juste les études quoi qu'il en coûte qui est un peu dommage. Parce que le quoi qu'il en coûte, c'est l'enfant qui trinque. Donc, Toi, tes enfants, ils ne doivent pas avoir une enfance vraiment comme les autres, puisqu'ils ont 2 parents célèbres. Comment tu gères ça? On le gère sans le gérer, c'est-à-dire qu'on vit ça naturellement. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont appris très jeunes à repérer un appareil photo, à se tourner
pour être de dos, à nous dire Est-ce qu'ils étaient suivis? Papa, maman. C'est pas forcément suivi, c'est même les gens. Maintenant, tout le monde est un paparazzi avec les portables. Avec les réseaux sociaux, etc. Donc, si quelqu'un a un portable comme ça, ils sont automatiquement... Ils se sont sentis, en fait, suivis tout le temps. C'est pas suivi, c'est qu'ils savent qu'il faut pas nous prendre, qu'il faut pas qu'ils soient pris en photo. Et d'ailleurs, il n'y a pas de photos de mes enfants sur les réseaux. Nulle part. Nulle part. Et toi, qu'est-ce que tu leur autorises par rapport justement à ces réseaux sociaux? Ouais, alors ça, on fait quel usage des attention enfants aussi. Déjà, le moins possible. 10 ans, 14 ans, il n'y a pas. Ok. Celle de 18, elle a dû commencer vers, je sais pas, 15 ans. C'est privé, évidemment. Je lui dis de faire très attention à ceux qu'elle accepte, les gens qu'elle connaît pas, ses noms. Tu avais l'impression que tu arrivais un petit peu à pouvoir quand même, surveiller ça? Oui, parce qu'on les responsabilise et en même temps, elles savent que ça peut leur retomber dessus. On leur donne des exemples. Donc les deux derniers, ils n'ont pas? Pour l'instant, non. C'est rare, parce que maintenant... Celui de 10 ans, il n'a pas de portable non plus. Déjà, chez nous, avant 12, voire 13, celle de 18, elle l'a eu à 13, pas de portable. Mais les autres, à l'école, à 10 ans, ils ont déjà le téléphone, non? Et alors? Non, mais justement, ouais. T'arrives à... Il y en a non, hein. Il y a quand même d'autres familles comme nous. Oui, mais j'imagine que vous n'êtes pas les seuls. Mais c'est quand même prouvé médicalement qu'avant 12 ans, il ne faut surtout pas que les enfants aient des portables régulièrement autour de leur cerveau. Hein. Donc on le fait pour leur bien, je crois qu'ils l'ont compris. Et puis de toute façon, c'est comme ça. En fait, pour les petits, de toute façon, comme leurs grandes sœurs... Oui, ils l'ont déjà vu, c'est évident. C'est normal. Chez nous, il n'y a pas avant 12 ans, ils ne le demandent même pas. Il n'y a pas de... Non, en tout cas, c'est déjà la fin de cette émission. C'est passé vite, c'était super. Merci, tu as partagé plein de souvenirs. Non, mais c'est vrai, c'était super sympa. Bon. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, merci Mélanie, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis, canal 247 sur les Freebox. Et vous savez aussi que vous pouvez revoir les émissions, toutes nos émissions depuis 1 an maintenant, sur schooltv.com. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Ulysse Toré, au son, c'est Saïd Mamou, le maquillage, c'est Laure Edmond, et Maguessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci à tous, ciao.